bonjour à toutes et à tous. Moi, je m'appelle Arnaud Cosson, je suis sociologue. Je travaille à INRAE et j'ai, avec le bureau d'études Actéon, participé à Nature Adapt avec un rôle un peu particulier qui était assez original et intéressant, qui consistait à faire un suivi sociologique et donc une analyse un petit peu au fil de l'eau du projet, du déroulement du projet, en essayant notamment de s'intéresser à son caractère apprenant et innovant. Voilà, j'ai fait partie de l'aventure Nature Adapt avec grand plaisir. Et donc en sociologie, je travaille sur la question de la gouvernance des espaces naturels, les questions de transformation des espaces naturels, et depuis quelques années, plus récemment, aussi sur la question des émotions. D'où voilà, ce webinaire et cette thématique autour de l'adaptation au changement climatique et de la place des émotions dans l'adaptation à travers l'expérience de Nature Adapt. Alors, peut-être juste pour commencer ce webinaire et se mettre dans la thématique. Donc, Anne-Cerise, tu peux passer à la diapo suivante si tu veux. Je vais vous demander, et puis on va vous répartir en petits groupes de deux, de façon aléatoire. C'est aussi une façon de faire connaissance, de réfléchir à votre métaphore de l'émotion. Métaphore, ça peut être voilà, une image plus ou moins précise. Ça peut être aussi bon, ce que vous voulez, mais une image, c'est pas mal. Quand vous pensez émotion, quelle est l'image qui vous vient un peu spontanément? Les émotions, c'est quoi pour vous? Et puis, comme vous allez être deux, consacrez quand même un tout petit temps à présenter qui vous êtes à l'autre. Ensuite, vous pouvez échanger ensemble sur quelle est votre métaphore de l'émotion. Donc ça va se passer en petite salle deux par deux. Et ensuite, on vous resatellisera dans la réunion plénière et puis on partagera un petit peu autour de tout ça. Et puis après, je vous donnerai le menu, comment va se dérouler la suite du webinaire. Ce que je vous propose, c'est d'utiliser le chat là, du coup, pour juste mettre chacun, voilà, un ou deux mots, quoi, en un ou deux mots, l'image, la métaphore que vous avez choisie, qu'on puisse les partager un peu ensemble. Alors, une vague, le carburant de la vie, un visage, le cœur, ouais, le visage, les yeux, l'arc-en-ciel, des couleurs, explosifs, débordements, le cœur qui bat, un beau paysage. Là encore, le cœur, un volcan en éruption, un arbre qui pousse, une grotte avec ombre et lumière à la sortie. Joli ça. Un enfant qui pleure, un mouvement d'énergie, un chat. Ok, chouette, intéressant. Il y a déjà plein de dimensions, hein, vous voyez, dans la façon dont chacun on se représente l'émotion. Il y a vraiment, pour certains, un côté un peu débordement, hein, le volcan, des choses qu'on ne maîtrise pas. Il y a des choses sur l'utilité des émotions, système d'alerte, par exemple. Il y a quelque chose d'un peu caché qu'on ne maîtrise pas, l'idée de la grotte. Il y a de la lumière, mais il y a aussi de l'ombre. Voilà, il y a des choses qu'on arrive à maîtriser, d'autres moins. Il y a quand même beaucoup l'idée de mouvement aussi, hein, la mer, la vague, beaucoup la métaphore du cœur, et puis pas mal de métaphores aussi autour des couleurs, hein, l'arc-en-ciel, des couleurs, et puis du visage. Super, donc il y a, et on va le voir maintenant, il y a un peu toutes ces dimensions-là dans l'émotion. Donc, on va pouvoir passer à la diapo suivante et regarder quel est le programme de cet après-midi. Alors, ce que je vous propose, c'est du coup de commencer par, on est déjà dedans, hein, mais par savoir un peu de quoi on parle quand on parle d'émotion. Ensuite, j'ai demandé à deux personnes qui ont vécu l'aventure Nature Adapt de témoigner un petit peu de la façon dont ça s'est passé pour elles, mais justement en prenant les émotions comme héroïnes de leur histoire. Ce qui était un exercice pas facile, mais l'idée c'était vraiment de reparcourir les différentes étapes de Nature Adapt en cheminant d'émotion en émotion. Et donc là, c'est alors Alix Greza, si elle nous rejoint, sinon j'ai ce qu'elle m'a envoyé par écrit et donc je vous en ferai part. Et puis Thierry Leroy qui nous partageront ces expériences-là.
Je poserai un regard en miroir de ça, en se demandant si finalement, à travers ce qui s'est passé dans Nature Adapt, on peut imaginer une trajectoire émotionnelle un peu type, qui serait une trajectoire nécessaire à suivre dès lors qu'on travaille sur la question de l'adaptation au changement climatique. Et puis, je vous remercie tous et toutes des réponses que vous avez apportées au questionnaire au moment où vous êtes inscrits au webinaire. Et donc, on aura un petit temps d'analyse et puis de discussion autour de ça avant de clore le séminaire. Voilà, le webinaire est donc à 15h30. On a encore un petit peu plus d'une heure devant nous. Je continue tout de suite. Alors, tu peux même passer à la suivante, autour de la définition de ce que c'est qu'une émotion. Ce qui n'est pas si facile que ça à définir. On le voit bien à travers tout l'éventail de ce que vous avez apporté là dans les métaphores. Alors, si on prend la référence, qui est le petit Robert, qui, malgré son jeune âge, a en général des bonnes définitions de pas mal de choses, en fait, il dit que émotion, ça vient c'est une racine commune avec motion, ça vient du latin emovere. Emovere qui signifie mettre en mouvement. Et ça, c'est intéressant. Il y a plusieurs métaphores qui allaient vraiment dans ce sens-là. Les émotions, si elles existent depuis le début de l'humanité et qu'on les a toujours aujourd'hui, c'est parce qu'elles sont là pour nous donner un message qui est un message adaptatif pour nous mettre en mouvement. Après, si on s'intéresse à des définitions un petit peu plus précises que celle-là, je ne vais pas vous lire la définition complète, mais les mots-clés, c'est ceux que j'ai mis en vert là, sur la diapo. Une émotion, elle est brusque et momentanée. C'est-à-dire qu'elle arrive et c'est un espèce de pic qui monte, mais elle est momentanée, c'est-à-dire qu'elle redescend aussi relativement rapidement. Si on n'a pas ce signal qui monte et qui redescend assez vite dans le temps, c'est qu'on est plus dans une humeur. Une humeur, ça va être quelque chose qui s'installe un petit peu dans la durée, mais on n'est plus dans le registre de l'émotion. Deuxième caractéristique de l'émotion, c'est qu'elle a des impacts physiologiques. Ça peut être le rougissement pour la honte, par exemple. Ça peut être le rythme cardiaque ou la respiration qui s'accélère pour la peur ou pour la colère. Donc, il y a toujours des signes physiologiques corporels qui sont associés à ça et qui dépendent de l'équilibre. Vous savez qu'on a deux systèmes qui régissent le corps humain. Le système sympathique qui va plutôt être lié à l'adrénaline, au cortisol et donc plutôt à la montée de stress, à la mise en mouvement, à quelque chose qui nous fait monter plutôt en pression, en tension. Et à l'inverse, le système parasympathique qui va plutôt créer du calme, de la sérénité. Et donc, les émotions, en fait, elles viennent physiologiquement jouer avec ces hormones et ces deux systèmes-là pour activer notre corps en fonction de la réponse adaptative que l'émotion attend de nous, quelque part. Et puis, dernière caractéristique des émotions, c'est qu'elles sont pour certaines agréables et pour d'autres désagréables. Je ne parle pas d'émotions négatives ou d'émotions positives, parce que mon postulat de base, c'est que toutes les émotions sont utiles, mais par contre, il y en a qui sont agréables à vivre et il y en a qui sont désagréables à vivre. Voilà, donc émotion, ce n'est pas la même chose qu'une humeur, ce n'est pas non plus un trait de personnalité. Un trait de personnalité, ça peut résulter d'émotions qui deviennent des humeurs et qui s'ancrent suffisamment dans le temps pour devenir caractéristiques de la personne. Et ce n'est pas la même chose qu'un sentiment non plus. L'amour, ça va être un sentiment, c'est-à-dire une interprétation que le conscient fait, par exemple, d'émotions de satisfaction ou d'émotions de joie. D'accord ? Donc, l'émotion n'est pas le sentiment non plus. Tu peux passer à la suivante. L'émotion, du coup, on peut la définir finalement comme un processus. Dans les chercheurs qui travaillent sur la définition et le décortiquage de ce que c'est, en fait, ils parlent la plupart du temps d'un processus émotionnel. Processus émotionnel, il y a plusieurs étapes qui sont sur cette diapo. Il y a toujours un déclencheur. Une émotion, il y a toujours un bouton sur lequel la situation dans laquelle on se trouve va appuyer, qui est le déclencheur qui va faire que l'émotion naît. Si on prend un exemple que les parents qui assistent au webinaire ont certainement connu, qui est celui des enfants au moment où ils apprennent à rouler à vélo, où ils passent du vélo à roulette au vélo sans roulette, par exemple. Donc ça, c'est la situation.
c'est une situation qui peut déclencher chez le parent une forme de peur, hein. Mais ça va dépendre de l'attention que le parent y accorde. Si le parent regarde, le père ou la mère regarde complètement par ailleurs et se fiche complètement de ce que va faire l'enfant au moment où il fait son premier démarrage sans les roulettes, eh ben, vraisemblablement, je ne vais pas avoir d'émotion qui naît. Si je n'accorde pas d'attention à la situation, l'émotion ne peut pas naître. Ensuite, l'émotion, elle va dépendre aussi de la façon dont j'évalue la situation. Si, par exemple, je considère que voilà, mon enfant va faire une chute catastrophique, là, je vais sans doute éprouver de la peur, mais à une intensité très, très forte, à 7 sur 7. Si au contraire, j'évalue la situation comme étant une situation d'apprentissage, et puis voilà, s'il tombe, il y aura peut-être un petit bobo, mais quelque part, il faut qu'il passe par là pour arriver à rouler sans roulette, eh ben, je vais sans doute avoir un peu peur, hein, parce qu'il y a quand même un micro-danger lié à la situation, mais ça va être une peur à 2 sur 7, d'accord? Donc, l'attention qu'on porte à la situation, la façon dont on évalue consciemment la situation, va jouer sur l'émotion qui naît d'une part et sur son intensité d'autre part. Et puis, une fois que cette première séquence est passée, il y a des manifestations qui arrivent, donc des manifestations corporelles. Pour la peur, ça va être le rythme cardiaque qui s'accélère, ça va être les orbites qui s'écarquillent pour vraiment prendre voilà, tous les éléments de la situation. C'est des expressions faciales de peur aussi. Et puis, c'est éventuellement des comportements. Ça peut être un comportement qui va faire que, quand même, on va prendre un petit peu la selle de l'enfant en main, histoire de sécuriser les 50 premiers centimètres ou le premier mètre. Donc, si on voit l'émotion comme un processus, on part de déclencheurs qui sont dans une situation, de l'attention qu'on y porte, de la façon dont on l'évalue, et ensuite, l'émotion se traduit par des manifestations physiques et par un type de comportement. Là, en l'occurrence, je mets en sécurité mon enfant en tenant légèrement la selle du jeu. Ça va, ça? Vous n'hésitez pas, hein, si l'un ou l'une a envie d'approfondir, de poser une question, il y a évidemment aucun problème. Sinon, tu peux passer à la suite. Alors, postulat, hein, je le disais tout à l'heure, c'est celui de l'utilité des émotions. Elles ont 4 fonctions, en fait, 4 utilités. Et donc là, on va rester sur l'exemple de la peur, hein. Chaque émotion vient nous apporter un message, nous délivre une information. L'information que délivre la peur, c'est attention, danger. Il y a un danger et donc il faut s'adapter à ce danger. Deuxième chose, c'est que elle va nous demander de nous adapter, mais de façon différente en fait. L'utilité de la peur, ça peut être de se remettre en cause. L'utilité d'activer, avant de présenter un webinaire, un petit peu de peur, et moi, ça va m'aider à activer de la vigilance, à être plus précis, à mieux préparer mon webinaire, par exemple. Donc, ça peut être aussi l'utilité de la peur. Elles ont une utilité sur l'action ou les actions qu'elles entraînent. Donc, la peur, ça peut être différentes réactions, hein. Ça peut être la fuite, mais ça peut être ce que j'expliquais avec la selle de vélo, la mise en sécurité et un comportement de protection. Et puis, les émotions, elles sont aussi utiles dans la prise de décision. En fait, il y a des chercheurs en neurosciences qui ont vraiment montré que sans toute la partie du cerveau qui est vraiment dédiée, donc le cerveau limbique plutôt, à l'émotion, donc chez des patients qui ont des lésions dans ces parties-là, le système de décision s'en trouve très fortement altéré. Donc là, en l'occurrence, en cas de danger et de peur, la peur va m'aider à prendre une décision, mais en mesurant les risques, et donc une décision avec une prise de risque modérée. On peut continuer. Donc, il y a pas mal de chercheurs qui ont travaillé sur ces questions de l'émotion. Anne Cerise parlait du film Vice Versa tout à l'heure, pendant qu'on vous attendait avant le webinaire. Peut-être certains d'entre vous ont vu ce film-là. Il est très chouette à voir pour les adultes et les enfants. Et en fait, le film est basé sur 5 émotions de base. C'est le piano à 5 touches un peu initiales, qui sont la joie, la tristesse, la colère, la peur et le dégoût. Donc déjà, si on apprivoise, si on sait reconnaître en soi ces 5 émotions primaires, c'est déjà chouette. Et donc le film, c'est une très bonne façon
de le faire et d'approfondir un peu ses connaissances autour de ça. Donc moi, je me suis formé un peu spécifiquement et travaillé sur la question des émotions avec cette roue à 16 émotions, donc un piano à 16 touches qui vient de l'école de Genève et qui classe en fait, je vais juste fermer ma fenêtre, hop, il y a un peu de bruit dehors, qui classe les émotions selon deux axes en fait. Un axe vertical, donc si vous séparez ce diagramme-là gauche-droite, à droite, vous voyez des émotions qui sont plutôt des émotions agréables. Ces émotions agréables, elles naissent quand la situation répond à nos besoins et elle va plutôt nous amener à des comportements d'approche, aller vers l'autre et puis d'ouverture. À l'inverse, les émotions qui sont sur la gauche sont plutôt des émotions désagréables et ces émotions-là, elles naissent dans une situation où certains de nos besoins ne sont pas nourris. Et elles peuvent plutôt générer des comportements qui sont des comportements un peu de repli sur soi ou des comportements d'évitement. Ça, c'est la première partition, gauche-droite, émotions agréables, émotions désagréables. Sachant que, encore une fois, toutes sont très utiles et indispensables. Et puis, donc la séparation horizontale au bas. En haut, vous avez des émotions qui sont plutôt des émotions dans lesquelles on a l'impression, parce que ce n'est pas forcément le cas dans la réalité, mais on a l'impression d'être en contrôle, en maîtrise des choses. Alors que les émotions du bas sont plutôt des émotions qui correspondent à des situations dans lesquelles on n'a pas prise sur les choses et on n'a pas le ressenti de contrôler la situation. Donc ça nous fait 4 grandes familles. Hein. Si je prends la famille en haut à droite, fierté, exaltation, joie, satisfaction, c'est des émotions qu'on appelle les émotions d'expansion ou d'accomplissement. Globalement, les messages qu'elles viennent nous apporter, c'est tu es sur la bonne voie, dans quelque chose qui te nourrit, qui a du sens pour toi, dont tu te sens fier. Et donc, continue sur cette voie, continue à approfondir, tu es sur le bon chemin, partage les choses et continue à avancer dans cette direction. Le cadran en bas à droite, donc avec soulagement, espoir, intérêt, surprise. Là, on a plutôt des émotions, donc on maîtrise peu la situation, donc on peut être surpris, ou ça se projette dans le futur, hein, c'est le cas de l'espoir. Mais c'est des émotions qui nous permettent de prioriser en fait où est-ce qu'on met notre énergie, où est-ce qu'on met notre attention, sur quoi on se focalise. Et c'est plutôt des émotions d'approche, d'ouverture qui vont nous faire essayer de comprendre ce qui se passe autour de nous, de capter de l'information au maximum. Ça, c'est le cas de l'intérêt et de la surprise, par exemple. En bas à droite, donc des émotions qui sont à la fois désagréables ou qui correspondent à des situations où on n'a pas vraiment l'impression de contrôler les choses, donc la culpabilité, la honte, la peur ou la tristesse. Là, on est vraiment dans des émotions de recentrage sur soi, qui peuvent être aussi des émotions de résignation ou de lâcher prise, mais en tout cas qui amènent plutôt à une centration sur soi et plutôt une énergie basse, quelque chose de l'ordre du repli. Et puis en haut à gauche, on a des émotions désagréables, mais qui correspondent à des situations dans lesquelles on a une forte impression de contrôle. Donc c'est la colère, le mépris, le dégoût et l'envie. Et là, c'est plutôt des émotions qui nous aident à nous affirmer, qui nous aident à prendre notre place, qui peuvent aussi nous aider à nous confronter à une situation ou à nous confronter à l'autre. Voilà, donc 4 grandes familles classées selon ces 2 critères-là, avec toute leur utilité. On peut faire la suite. Et donc, si on regarde un petit peu plus précisément, si on croise en fait ce tableau à 16 émotions avec le processus que je vous ai présenté tout à l'heure, on peut définir des fiches d'identité émotionnelle pour chacune de ces 16 émotions. Ces fiches d'identité, il y a des fiches génériques, c'est-à-dire qu'elles sont à peu près vraies pour tout le monde, pour tout être humain. Et après, on a des fiches spécifiques parce qu'on a une histoire particulière, parce que voilà, telle émotion, elle peut être liée à telle expérience de notre enfance. Et donc, on a des déclencheurs, des sensibilités, des choses qui nous sont propres. Donc, ça peut être vraiment intéressant de travailler sur la définition de ces fiches d'identité émotionnelle, à la fois génériques, mais aussi spécifiques à chacun. Donc là, je vous donne juste un exemple, puis on peut passer à la suivante, Anne-Cerise, sur l'émotion de satisfaction.
le déclencheur, donc ce qui amène la satisfaction, c'est une situation de réussite. Mais c'est une situation de réussite qui n'a pas demandé un effort conséquent. La différence entre la satisfaction et la fierté, c'est justement que on va éprouver de la fierté. La fierté va arriver quand on a réussi quelque chose, mais que ça nous a demandé vraiment un effort conséquent, qu'on est sorti de notre zone de confort, que ce n'était pas agréable, que c'était difficile. Alors que si c'est un résultat atteint, mais qui n'a pas demandé autant d'efforts et autant d'inconfort, à ce moment-là, on va plutôt éprouver de la satisfaction. Et le besoin profond qui est nourri quand on se sent satisfait, c'est le fait de se sentir acteur de sa vie. On a agi, on a fait des choses et on a réussi. Je suis acteur de ma vie. Sur le plan physiologique, des manifestations du coup, corporelles, et ben, ce qu'on ressent en général, c'est un apaisement, de la détente, le rythme cardiaque a tendance à baisser, le rythme respiratoire peut baisser aussi, on se sent plutôt en énergie basse. C'est une émotion de récupération, la satisfaction. En termes de comportement, bah, chacun peut avoir, là j'ai mis quelques exemples, mais chacun peut avoir des comportements types. Quand on se sent satisfait, ça peut être rire, ça peut être le partager, ça peut être téléphoner à un ami pour partager, mais ça peut être boire un coup, ça peut être manger du chocolat, ça peut être voilà, toutes sortes de récompenses qu'on peut se donner à soi-même ou qu'on peut partager avec les autres. Il peut y avoir des petites pensées. Vous voyez, quand on éprouve des émotions, le cortex cérébral il est évidemment en action et on peut avoir des petites phrases qui nous viennent. Donc là, ça peut être bravo, bien joué, chouette, ou le côté, la petite case verte qu'on coche parce que c'est fait. Les expressions faciales, posturales, ça va être le sourire, ça va être plutôt cette attitude détendue, les épaules basses, voilà, le fait de s'asseoir tranquille. Et puis, à chaque émotion, on peut aussi associer des images, d'où l'idée un peu de la métaphore que je vous proposais de montrer tout à l'heure. Souvent, les images qui reviennent autour de cette émotion de satisfaction, c'est quelque chose autour de la chaleur douce, quelque chose qui est agréable à vivre, un fauteuil moelleux dans lequel on se repose, ou l'idée de l'escalier, on a une marche de franchie, voilà, ce genre de choses. Après, il y a tout un vocabulaire en fait de description des émotions. Je parlais tout à l'heure d'intensité des émotions. Et ben, une petite satisfaction, donc à 1 sur 7 par exemple, on va l'appeler le contentement. Être content d'avoir réussi quelque chose. À 4-5, ça va être la satisfaction. Et puis si vraiment c'est la satisfaction à échelle 7 sur 7, on va l'appeler la plénitude. Par exemple. Pour la colère, ça peut être de l'agacement. La colère, ça va être le milieu intermédiaire. Et puis, une colère à 7 sur 7, ça va être la rage, par exemple. Donc, chacune des émotions a aussi ces différentes intensités et donc des mots différents pour la décrire. Et puis, chaque émotion a à la fois des vertus, des conséquences positives, et puis des risques, ou des conséquences potentiellement négatives. Pour la satisfaction, c'est plutôt une émotion qui donne confiance, qui donne envie de continuer, qui nourrit l'estime de soi. C'est plutôt une émotion de récupération aussi. On se repose, on reprend de l'énergie. C'est une émotion qui amène à se focaliser aussi sur les réussites, donc sur le positif. Mais à l'inverse, c'est une émotion, si elle est, je dirais, trop fréquente ou si elle n'est pas équilibrée avec d'autres émotions, qui peut aboutir au fait de se reposer un peu sur ses lauriers, donc à une forme de paresse, de stagnation, de difficulté à se remettre en cause, ou de complaisance avec soi-même ou avec l'autre. Et donc, le message global que va nous amener cette émotion-là, souvent, c'est quelque chose de l'ordre de « Ok, tu as réussi, pose-toi, savoure, prends le temps de te réjouir de cette réussite et réjouis-toi d'être acteur de ta vie. Il y a vraiment derrière la satisfaction un côté, voilà, poser le temps. On arrête la montre, on se pose, on profite de ça avant de repartir sur une autre action, un autre challenge, un autre projet. Est-ce que ça va? Ça suscite des questions ou pas à ce stade? Sinon, je continue. C'est bon? Moi, j'ai une question, Arnaud. Est-ce que le stress est une émotion? Non, le stress, ça va plutôt être un cocktail émotionnel. C'est-à-dire que le stress, ça peut être la résultante de plein de choses. Mais c'est d'abord l'activation du système sympathique dont j'ai parlé tout à l'heure.
avec tout ce que ça suppose au niveau hormonal et donc rythme cardiaque, rythme respiratoire, etc., qui s'accélère. Mais du coup, on n'est pas tous égaux devant une situation stressante. Il y en a chez qui ça va générer de la colère, de la peur, voire de l'excitation, de la joie très forte. Et là, ils vont monter avec un stress très haut, mais qui sera dû à un cocktail émotionnel avec 2, 3, 4 émotions fortes. Et puis, il y en a d'autres dans la même situation qui vont garder une certaine tempérance et pas se laisser emporter par le stress. Donc, le stress, c'est plutôt un état physiologique résultante d'émotions intenses qu'on vit en réponse à une situation plutôt désagréable. La frustration. La frustration, d'après vous, elle est sur la ligne de quelle émotion? Cécile, puisque tu posais la question, tu penses que la frustration, elle est sur la ligne de quelle émotion si on reprend la route tout à l'heure? C'est un peu ce que je me demandais, parce qu'en fait, elle utilise différentes... elle peut se manifester de façon différente. Ouais. Donc, par la tristesse et la colère en général au départ. Mais du coup, je me demandais effectivement où la mettre. C'est ça, en fait. En général, elle est quand même plutôt sur la ligne de la colère. Donc, la frustration, c'est plutôt une petite colère à 1 ou 2 sur 7. Mais tu as raison, il peut y avoir un lien avec la tristesse parce que le déclencheur de la tristesse, c'est un manque. C'est quelque chose qu'on a perdu ou c'est quelque chose qu'on n'a pas, alors on souhaiterait l'avoir. Et la frustration, elle naît de l'écart entre ce qu'on souhaiterait et la réalité. Et donc, en général, ces situations-là, où il y a un écart entre ce qu'on souhaiterait et la réalité, ça génère 2 choses, un peu de la tristesse à cause de l'écart, et potentiellement une petite colère, mais qui est bienvenue, hein, qui peut être utile parce qu'elle va nous donner de l'énergie de nous mettre en mouvement, et puis d'essayer de faire en sorte que on agisse sur la situation pour qu'elle ressemble un peu plus à ce qu'on aurait envie. Ça répond à tes questions? Oui, je me demandais un peu, parce que ça peut être un moteur très fort. C'est pour ça, quand on la met juste à 1 ou 2 sur la colère ou sur la tristesse assez bas, ça peut être quelque chose, ça peut être une lame de fond. Je me demandais plus par rapport à la définition, disant l'humeur, la frustration, elle peut durer longtemps, elle s'accumule. Enfin, je veux dire, c'est pas s'accumuler, mais se renforcer. Oui, c'est ça. Mais du coup, tu passes plus, comme tu dis, dans l'humeur. C'est-à-dire que la frustration vécue comme une émotion, ça va être un pic qui monte et qui redescend, et donc ça ressemble plutôt à une petite colère. Par contre, s'il y a des frustrations qui s'accumulent jour après jour, semaine après semaine, là, ça devient une humeur, et là, ça peut être effectivement soit quelque chose qui va entraîner de l'abattement chez la personne, et à ce moment-là, on rejoint plutôt la tristesse, soit au contraire, c'est quelque chose qui va donner de l'énergie et donner envie d'agir. Et là, c'est plutôt le ressort de la colère. La colère est une belle émotion pour donner de l'énergie, et le besoin fondamental, le message de la colère, c'est change, quoi. Bouge-toi, il faut changer les choses. Mais du coup, là, toutes les émotions peuvent se transformer en humeur. Parce que, enfin, Oui. L'exemple de la colère, j'avais vu quelque chose sur l'activisme. Quand on maintient les gens dans la colère pendant un bout de temps, ce qui se fait en général dans du populisme ou des choses comme ça empêche l'action parce qu'on les maintient dans un stade figé. Et donc, je me disais, là, dans cette roue-là, on a un peu l'impression, j'arrive pas bien en fait à voir la différence entre les émotions et l'humeur en fait. À quel moment je sais pas si c'est très clair ma question. Si, elle est claire, mais il y a vraiment entre humeur et émotion, c'est vrai que ça se ressemble beaucoup, mais le critère distinctif, c'est l'émotion, c'est un pic, c'est passager. Et du coup, on en fait quelque chose ou on n'en fait pas quelque chose, mais il y a un moment, elle redescend. Si on maintient des gens dans un état de colère fort tout en les empêchant de passer à l'action, donc tu génères de la colère un peu artificielle, mais en empêchant les gens d'écouter le message de la colère et d'en faire quelque chose, à ce moment-là, ça peut transformer effectivement en humeur. Et là, toute humeur, après, peut devenir quelque chose d'invalidant, qui du coup devient ou conduit plutôt à de la passivité ou à la résignation. Merci. Je t'en prie. Thierry et puis Emmanuel. Oui, moi c'était par rapport, c'était une remarque ou une question par rapport à la roue des émotions et à la place de l'envie.
Je trouvais un peu bizarre de trouver l'envie, en fait, sur la partie gauche de la roue des émotions. Et, parce que moi, ça me semble avoir envie de faire quelque chose. Envie de quelque chose, c'est plutôt positif, agréable. Or là, dans la roue, elle apparaît comme désagréable, quoi. Donc, je trouvais un peu surprenant cette position. C'est une bonne question. Merci, Arnaud. Oui, je vais essayer d'y répondre autant que je puisse. Mais c'est juste, et c'est une remarque que j'ai régulièrement. Le classement gauche-droite, en fait, est donc agréable, désagréable, mais l'envie peut être un peu une exception. C'est est-ce que le besoin profond correspondant à l'émotion, il est satisfait ou il est insatisfait? Et l'envie, elle naît d'un écart entre ce que je voudrais et ce que j'ai, ce que les autres ont et ce que j'ai, entre mon ambition et ce que je suis. Et donc, de ce point de vue-là, tu vois, cet écart, c'est ça qui crée l'envie, qui est une belle émotion parce qu'elle met en mouvement, justement. Elle invite à faire un plan d'action, à essayer de se rapprocher de son ambition, à essayer d'avoir ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Mais du coup, cet écart, il est quand même pas agréable au départ. Ouais, c'est envie un peu sous forme d'envieux, quoi. Envieux et un peu en lien avec la notion de frustration de tout à l'heure, quoi. Ça peut être ça, mais tu vois, si c'est ta propre envie par rapport à l'ambition de ce que tu voudrais apporter, c'est plus l'envie de l'envieux, quoi. Ouais, Je voudrais contribuer comme ça. Mais ouais. il y a quand même cet écart au départ qui n'est pas très agréable à vivre. Ok. Emmanuel? Oui, c'était juste une remarque aussi. Je trouvais ça intéressant, cette idée de noter les émotions là sur 7. C'est quelque chose à laquelle je n'avais pas forcément pensé, mais je me dis que ça peut aider aussi à relativiser certaines émotions. Et puis peut-être à mettre des mots un petit peu plus précis, par exemple par rapport à la colère. Enfin, on en parlait tout à l'heure avec mon binôme sur les émotions qui peuvent être ressenties par les gens sur le territoire liées au réchauffement climatique. Et souvent, c'est plutôt de la peur et de la colère, mais on n'a pas forcément l'intensité de ces émotions. Très juste. Emmanuel, est-ce que Emmanuel Champion, du coup. Oui, en fait, je pense que on était passé à autre chose, alors j'avais rebaissé la main. Je me demandais là, en réponse en complément à la réponse que tu as apportée à Thierry, si la lecture que j'avais eue de la roue des émotions était la bonne. C'est-à-dire que moi j'avais compris qu'elles étaient droite-gauche là pour la question du coup de Thierry, selon que c'est pas tellement l'émotion qui est à droite ou à gauche, mais la conséquence si le besoin auquel elle répond n'est pas rempli. Si du coup le besoin auquel elle répond n'est pas rempli génère quelque chose de plutôt déplaisant, alors elle est à gauche. Alors que si ça... Et donc du coup l'envie, et si tu as envie de quelque chose et que c'est pas rempli, c'est déplaisant, donc c'est à gauche. C'est bien ça que j'ai... C'est exactement ça. C'est exactement ça. Merci. Et puis Alix, pour répondre à ta question, oui, on n'est pas tous égaux face aux émotions et une même situation, on a des degrés de sensibilité qui sont différents. Et pour reprendre cette question de l'intensité, une même situation peut générer une peur ou une joie à 2 sur 7 pour une certaine personne et va en générer une à 6 sur 7 ou 7 sur 7 à une autre. C'est pour ça que la question du développement de l'intelligence émotionnelle, et l'intelligence émotionnelle, c'est être en capacité d'accueillir les émotions qui arrivent, de les penser, et puis ensuite de poser un acte en écoutant leur message. Ça vise justement à essayer de ramener l'intensité des émotions vécues dans une proportion juste par rapport à la situation qu'on est en train de vivre. Entre autres, il y a plein de dimensions de l'intelligence émotionnelle, mais c'en est une importante. Je vous propose qu'on continue parce que je vois le timing qui file et je voulais passer la parole justement à Alix, si tu veux bien la prendre. D'abord, j'avais demandé du coup il y a Jean-Baptiste aussi Bosson qui m'avait répondu, mais je ne sais pas si j'aurai le temps de lire il ne pouvait pas être là, je ne sais pas si j'aurai le temps de lire son témoignage, mais en tout cas, on va s'arrêter sur celui d'Alix et celui de Thierry. Je leur ai posé une question qui n'était pas facile, qui était de revisiter les différentes étapes par lesquelles ils sont passés dans leur participation à Nature Adapt, mais d'essayer de le faire du point de vue des émotions et de nous raconter finalement leur trajectoire émotionnelle
Nature Adapt. Quelles émotions ils ressentaient avant, qu'est-ce qui s'est passé pendant et où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui. Et donc, je vous laisse la parole, peut-être Alix d'abord, et puis Thierry ensuite, si vous le voulez bien tous les deux. Oui, je veux bien commencer. Bonjour tout le monde. Déjà, je m'excuse parce que je suis arrivée très en retard et en fait, je participais à un enterrement ce matin, ce qui n'était pas prévu et ça a pris du retard. Donc, on était déjà dans cette question de l'accompagnement des émotions. Et un tout petit préliminaire du coup, du texte que j'ai écrit pour Arnaud et que je vais vous lire pour tenir les 5 minutes. Merci pour l'explication là sur la route des émotions. Et alors, en fait, moi, j'en ai une à titre perso pour les adultes qui est produite par l'Autrement dit. Le premier cercle, c'est qu'est-ce que je ressens dans mon corps. Le deuxième, c'est comment je me sens. Et le troisième cercle, c'est de quoi j'ai besoin. Et en fait, moi, le fait, notamment professionnellement, de participer à Nature Adapt, c'était un besoin, à la fois personnel et professionnel, parce que c'est arrivé dans un moment de ma vie où plein de choses étaient compliquées et où j'utilisais ça pour essayer de comprendre comment je me sentais. Et parce que voilà, en plus, moi, j'ai tendance à avoir des émotions qui se vivent à des niveaux d'intensité. Je crois que dans mon texte, le niveau le moindre, c'est 5. Et 5, je le mets pas souvent. Voilà. Donc, c'est juste pour dire, c'est un témoignage personnel. Ça ne veut pas forcément dire que c'est comme ça pour tout le monde. Donc, ce témoignage, donc effectivement, avant le démarrage du projet, moi, j'avais beaucoup d'intérêt pour le sujet, 7, car je cheminais seule depuis un moment avec beaucoup de questions et d'anxiété par rapport à l'avenir, à l'échelle de mon travail, de la planète, des écosystèmes que je protège, des humains, de ma famille. Et le programme m'apportait une possibilité de me remettre en mouvement, de me sentir moins prisonnière, et ça générait de l'espoir. 5 sur 7. Alors, au cours de le processus, il y a d'abord eu le diagnostic de vulnérabilité. Beaucoup de choses se sont côtoyées. La peur et la colère, 7 et 7. En découvrant les difficultés vers lesquelles on s'acheminait dans les Vosges, parce que donc, je suis dans les Hauts-de-Vosges, donc au milieu de moyenne montagne. Et je suis tombée de très haut en découvrant que la situation était encore plus grave que ce que je pouvais imaginer, notamment sur la question de la ressource en eau. Donc voilà, énormément de colère, envie de hurler, on vous l'avait dit, vous n'avez pas écouté, ça m'énerve, voilà. Il y a eu du soulagement aussi. Là aussi, j'ai mis 7. Lié à des découvertes d'informations, le fait de se dire que le milieu forestier, sur le site où je travaille, le couvert forestier à horizon 2050, 2070, 2100, il va rester pour peu que l'humain décide de laisser pousser des arbres. La notion aussi qu'une moyenne montagne, c'est un site refuge potentiel de grande importance pour de nombreuses espèces qui pourraient arriver. La notion, voilà, vraiment le travail sur les nouveaux arrivants qu'on nous invite à faire dans Nature Adapt. C'est vraiment une notion qui change beaucoup ma vision et donc mes émotions. J'ai eu du coup de l'espoir qui s'est réveillé et de la curiosité parce qu'on ne sait pas de quoi le futur sera fait. Et donc, dans l'autre gros bloc de Nature Adapt, qui est l'adaptation, là, j'ai vraiment ressenti des changements intérieurs profonds, des validations d'intuition personnelle, comme des morceaux de puzzle qui s'assemblaient. L'importance d'être enraciné dans un territoire, de s'attacher à un lieu pour tenter de le protéger, de se mettre en œuvre. Et via le temps qui était dédié au projet et la communauté, j'ai vraiment découvert aussi des outils de mise en mouvement, de création de communauté, comme celle que nous-mêmes, on a vécue. Et donc, aujourd'hui, à N+1 déjà, c'est tout le volet que j'appelle aujourd'hui éco-psychologie qui a émergé devant mes yeux. Et ça m'a redonné à moi un élan de vie de dingue, à la fois professionnel et personnel. Et c'est donc exaltant et joyeux à 7 sur 7 et 6 sur 7. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que, voilà, on a parlé de la roue, hein, les émotions, elles changent, donc c'est pas un état permanent dans lequel on s'inscrit. Donc bien sûr, il y a toujours des phases avec des émotions plus inconfortables, et on en a parlé. Mais par rapport à comment j'étais personnellement avant le projet, je suis plus du tout la même parce qu'aujourd'hui, je sais qu'en gros, il y a toujours de la lumière dans les tunnels et aujourd'hui, j'ai des outils, voilà. Et puis que j'ai poussé d'ailleurs encore beaucoup, beaucoup plus loin et je suis sûre qu'avec RNF, d'ailleurs, on va continuer à pousser un certain nombre de choses parce que je pense qu'on est nombreux et nombreuses à en avoir besoin.
Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Alix, pour ce témoignage très personnel. Mais du coup, voilà, dès qu'on est dans l'histoire des émotions, c'est forcément à la fois personnel et effectivement générique. On verra après. Thierry, est-ce que tu veux bien prendre le relais? Oui. Donc, pour moi, alors moi, je ne suis pas un spécialiste des émotions, hein, et pas forcément non plus un spécialiste pour les exprimer. Hein. Donc, l'exercice n'a pas été forcément... Complète, Thierry, c'est ça qui est bien. Ouais, l'exercice n'a pas forcément... Donc, l'exercice n'a pas forcément été évident. Néanmoins, comme j'apprécie particulièrement Arnaud, je me suis plié à cet exercice. Donc, avant la participation au projet NatureAdapt, mes émotions étaient de l'ordre de l'inquiétude, parce que l'inquiétude face à l'annonce de cette crise climatique d'origine humaine sans précédent et aux impacts immenses, quoi. Inquiétude, et puis assez forte, hein, de l'ordre de 5 à 7. Le doute et des questionnements autour du concept de l'adaptation, de sa pertinence, son caractère opérationnel. N'est-ce pas une usine à gaz, le concept d'adaptation? Est-ce que ce n'est pas une approche conceptuelle? Y a-t-il des vrais impacts du changement climatique? N'est-ce pas impossible de s'adapter? Et puis, il y avait aussi dans ma tête des mélanges entre les notions d'atténuation et d'adaptation. Donc, tout ça, c'était autour de... Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une émotion, une humeur, mais c'était autour du doute et des questionnements de l'époque, quoi. Et enfin, avant le projet, c'était aussi de l'intérêt, un fort intérêt pour réfléchir sur cette thématique, parce qu'en fait, à mon niveau, il me semblait important en fait, de ne pas se contenter d'observer les effets du changement climatique, ce que font beaucoup de réserves et ce que souhaitaient beaucoup faire la plupart de mes collègues. Mais en fait, moi, nous, ici, on avait l'envie d'agir en fait, face à ce constat du changement climatique. Et donc, c'était un intérêt pour réfléchir à cette problématique et intérêt aussi fort pour participer à un programme LIFE avec RNF, quoi, dans le cadre d'un projet novateur, ambitieux, expérimental. Voilà, c'est les trois émotions de départ, c'était ça, en fait, inquiétude, doute et questionnement et intérêt, avec des assez hauts niveaux, en fait, hein, entre 4 et 7 si on les note, quoi. Après, durant le projet, ça a un petit peu évolué. L'inquiétude, bon, était toujours présente, mais après, elle a changé de thématique. Elle est face à l'ampleur du travail à réaliser, quoi. Parce que c'était réaliser un diagnostic de vulnérabilité, un plan d'adaptation et toutes ces démarches, toute la concertation, la consultation des gens. Je dis, c'est un travail énorme à réaliser, donc une forme d'inquiétude. Et puis petit à petit, c'est devenu du plaisir aussi, plaisir à travailler avec les collègues dans le cadre du LIFE, plaisir de réfléchir collectivement. Il y a eu de la stimulation aussi qui est arrivée, stimulation en lien avec le plaisir, stimulation intellectuelle, de voir les choses, les concepts se mettre en place, les choses progresser. Et petit à petit aussi une forme de confiance dans l'intelligence collective du groupe LIFE, et dans l'avancement de la compréhension du sujet et des réponses qu'on commençait à lui apporter. Et puis petit à petit aussi toujours du soulagement. Eh bien oui, l'intuition de départ, elle était bonne, et il fallait bien tenter d'agir, et il est possible de trouver des pistes d'adaptation et de mieux identifier les vulnérabilités. Et aussi une forme d'espoir, parce que la mayonnaise commençait à prendre dans le groupe de LIFE et dans le réseau des gestionnaires. Donc voilà, plaisir, stimulation, confiance, soulagement et puis espoir, c'est apparu progressivement. Et à l'issue du projet, avec des fortes notes, tout ça, hein, je ne les ai pas notées, mais c'était quand même assez fort, quoi. Et à l'issue du projet, donc quasiment à l'issue du projet, l'inquiétude face à la crise climatique, elle est toujours présente. Elle se pointe maintenant d'une notion de colère quand même, parce qu'il y a des manques d'avancée, hein, dans l'atténuation au niveau global, au niveau politique. Donc ça se pointe un petit peu de colère. Par rapport au LIFE, il y a la satisfaction. Clairement, c'est la satisfaction du travail réalisé avec des livrables, une méthode guide pour le diagnostic et l'adaptation qui me procure une forme de satisfaction. Le sentiment d'avoir bien travaillé, d'avoir fait ce qu'on a pu aussi.
L'espoir aussi, à nouveau là, que la majorité des espaces protégés se saisissent de ce sujet de l'atténuation et de l'adaptation. Et d'ailleurs, même une autre émotion, c'est la surprise. J'étais surpris de voir en fait finalement la réussite du congrès de RNF là, et de la journée des gestionnaires, puisqu'il y avait, il m'a semblé qu'il y avait beaucoup d'intérêt dans le monde des gestionnaires. Voilà donc le cheminement que j'ai essayé de caractériser au niveau des émotions. Merci Thierry. Et oui, mais merci vraiment à tous les deux de vous être prêtés à l'exercice. Hein. Comme tu disais, il a rien d'évident. Après, ça dépend aussi des milieux professionnels, mais la question des émotions n'est pas, je dirais, un sujet. Alors, il y a certains milieux dans lesquels c'est carrément tabou, on n'en parle pas, mais ça reste dans pas mal de milieux professionnels. Voilà, pas un sujet facile à aborder et à expliciter. Donc, merci à tous les deux. Alors, si on regarde en miroir un petit peu, c'est la diapo suivante, Anne-Cerise, si tu veux bien la passer. Les deux témoignages, et puis j'ai essayé de mettre ça aussi en parallèle avec des choses qui se sont dites au séminaire du Morvan de Nature Adapt, auquel on était nombreux à participer et où ces émotions ont pris de la place. Et donc, j'ai essayé de voir s'il y avait des choses qui se recoupaient, qu'on retrouvait un peu régulièrement. Donc, et là, on voit, tu peux même passer à la suivante, Anne-Cerise, si tu veux bien. On voit que avant la participation à Nature Adapt, ce qui domine chez Thierry comme chez Alix, c'est ces côtés anxiété, peur, la colère aussi, la frustration, et puis qu'au moment du démarrage, voilà, il y a vraiment un pic. Alix le disait tout à l'heure, on vous l'avait dit, vous n'écoutez pas, enfin, voilà, un sentiment de colère forte, quoi, qui est du coup lié à un besoin de changement important, mais aussi d'inquiétude devant l'ampleur du travail à réaliser, comme l'a dit Thierry tout à l'heure. Après, Nature Adapt s'amorce et là, on voit des émotions qui basculent avec de la surprise, de la curiosité, de l'intérêt, de la satisfaction aussi, certains soulagements à mesure que vous explorez, vous rationalisez un peu les choses, vous allez chercher de l'information, vous partagez, vous travaillez en communauté autour de tout ça. Et puis au fil du déroulement du projet, de l'espoir, de la joie aussi, il y a une dimension très très forte de liens interpersonnels, de dynamique humaine qui était vraiment quelque chose de très central dans Nature Adapt. Et puis la fierté, vous l'avez cité tous les deux, des retours de ce qui a été réalisé, ce qui n'empêche que la peur, la colère, l'anxiété peuvent toujours être là, hein, mais voilà, elles reviennent, mais plus épisodiquement, et puis en général à des intensités un petit peu plus faibles. Alors si on se base là-dessus et qu'on essaye tu peux passer à la suivante, de regarder comment on pourrait objectiver ou généraliser un petit peu ça. Ça, c'est la courbe du deuil d'Elisabeth Kubler-Ross, que certainement certains d'entre vous connaissent bien, qui est une psychiatre qui a travaillé sur les différentes étapes à traverser de façon un peu générale dès lors que l'être humain a un deuil à faire. Un deuil, c'est quoi? C'est une perte forte qui entraîne du coup une réaction émotionnelle intense, forte, mais c'est une perte irréversible. C'est quelque chose que, d'une façon ou d'une autre, on va devoir accepter, parce que c'est comme ça et qu'on n'a pas moyen de changer la situation. Et donc, elle décrit en fait la courbe du deuil comme cette courbe qui passe d'abord par le choc, qui peut, donc je vais faire le parallèle émotionnel à chaque fois, qui peut entraîner là de l'anxiété d'abord et de la peur ensuite. La différence entre l'anxiété et la peur, c'est que l'anxiété va avoir tendance à... l'anxiété, c'est un peu une peur fantasmée. C'est-à-dire qu'elle va... le déclencheur de l'anxiété, c'est des choses qui vont se produire dans l'avenir, mais en fait dont on n'est pas sûr, et que psychologiquement, on a en général tendance à noircir. Chasser l'anxiété, c'est aller chercher de l'information. Raisonner probabilité, statistique, aller chercher de l'info scientifique. Mais à ce moment-là, l'anxiété peut se changer en peur. C'est-à-dire que les études, l'évolution des territoires, la disparition d'espèces, etc., du coup, ça va vraiment, ce sont des vrais dangers, ça va générer de la peur. Mais on n'est plus dans l'anxiété qui est de la peur un peu fantasmée.
Après, il y a une phase de déni où, du coup, la perte n'est pas acceptée. Et donc là, dans cette phase de déni, peuvent se côtoyer la peur, la honte, la culpabilité. On reviendra un petit peu là-dessus. Après cette phase de déni, il y a souvent une phase de colère, hein, voire de mépris, qui entraîne une phase de négociation. Et puis arrive la tristesse, qui est un petit peu le creux de la vague, mais qui est un passage nécessaire parce que cette tristesse, ce retour à soi, si on se laisse la vivre, permet de passer à l'étape suivante, qui est celle de l'acceptation. Ok, c'est comme ça, je n'y peux rien, il me faut l'accepter. Et donc, à partir du moment où on passe ce cap entre la tristesse et l'acceptation, ben, on va pouvoir rentrer dans l'action et passer vraiment à l'action. Je reviendrai sur la question d'Émilie tout à l'heure. Et puis passer à l'action, ça peut être commencer à expérimenter. C'est ce qui s'est fait dans Nature Adapt. Nature Adapt a une dimension d'innovation et d'expérimentation très importante. Dès lors qu'on est dans l'expérimentation, on est dans l'envie d'atteindre des résultats, d'atteindre une ambition, dans l'intérêt, dans la surprise. Et puis, il y a des petites réussites d'abord qui entraînent de la satisfaction. Il y a la joie de se retrouver, de construire collectivement. Et in fine, ce qu'ont posé à la fois Alix et Thierry, de la fierté d'avoir réussi tout ce qui a pu être fait, et puis de l'espoir. L'espoir, c'est une belle émotion parce que c'est une émotion qui est tournée vers l'avenir, et c'est une émotion qui permet de traverser des difficultés dans le présent en ayant la conviction forte que l'avenir sera meilleur et que notre contribution et les efforts qu'on fait dans le présent vont contribuer à construire un monde meilleur et plus durable demain. Donc, on voit que l'ordre et les émotions par lesquelles sont passés Thierry et Alix peuvent suivre en assez grande partie cette courbe-là. Un autre modèle que j'avais envie de vous partager, tu peux passer à la suivante série, c'est un modèle qui s'appelle l'échelle des comportements ou l'échelle des responsabilités, qui a été aussi travaillé par un psychologue et qui est une échelle à 8 barreaux. Donc un escalier à 8 marches, avec à gauche en rouge plutôt des comportements focalisés sur les problèmes et plutôt des comportements de passivité. Et à droite, les petits bonhommes verts, donc les 4 dernières marches ici. Merci Anne-Cerise de faire l'animation en live avec ton curseur. Ce sont donc des comportements qui sont plutôt tournés vers l'avenir, vers l'action et vers les solutions. On va les voir un peu plus en détail dans la diapo suivante et je vais faire le lien avec l'aspect émotionnel. Donc là, les marches, elles sont de haut en bas. La première marche, c'est effectivement ignorer. Ignorer, c'est la personne qui, objectivement, ignore l'existence même, par exemple, du réchauffement climatique. Il y a probablement encore des personnes comme ça. L'ignorance étant volontaire ou involontaire, mais en tout cas, voilà, elle n'a pas l'information. Et donc, les 2 colonnes là, sur lesquelles je vais un peu m'appesantir, c'est la rose, mais j'ai remis la liste des émotions en me réappuyant sur les témoignages d'Alix, de Thierry et puis du séminaire de Morvan sur la gauche. Et puis, c'est la colonne jaune. La colonne jaune, c'est le modèle d'accompagnement, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on peut faire vis-à-vis de personnes qui sont dans cette situation-là. Et donc, ça peut résonner pour vous en tant qu'espace naturel, espace protégé sur, comment accompagner un collaborateur ou comment faire cheminer mon équipe ou comment agir, me comporter vis-à-vis d'acteurs du territoire. Donc là, par rapport à des personnes qui ignorent la situation, l'important, c'est d'informer. C'est le rôle des lanceurs d'alerte, informer la situation, quitte à créer le choc. Deuxième niveau, donc ça rebondit sur ce qui s'échange dans le chat, c'est nier. C'est-à-dire que là, la personne, elle a l'information, elle sait que le réchauffement climatique existe, mais elle est dans le déni. Donc le déni, c'est nier. Et là, souvent, le déni, en fait, c'est un mécanisme psychologique de défense de l'esprit humain, parce que la peur, l'anxiété ou la colère, donc les émotions générées par la connaissance de l'information, cette intensité est telle que c'est difficile à supporter psychologiquement pour la personne. En tout cas, ça, c'est le mécanisme du déni quand il est inconscient. Après, il y a des gens qui peuvent être dans le déni volontairement, mais on rentre dans des jeux d'acteurs, dans des jeux de rôle et autres, c'est autre chose.
Et donc là, face à des gens qui sont dans le déni, il faut apporter de l'information, faire prendre conscience des enjeux, concrétiser les choses. Et c'est tout l'enjeu des diagnostics de vulnérabilité, c'est tout l'enjeu des récits climatiques dans la méthode NatureAdapt. Une fois que la prise de conscience a été faite, un premier réflexe, ça peut être d'accuser. Accuser, on est encore dans la passivité parce que, quelque part, la personne refuse sa part de responsabilité et va avoir tendance à aller chercher les responsabilités chez les autres. Donc, la cause du changement climatique, c'est principalement les industries ou la circulation automobile. Et donc, il faut progresser sur ces axes-là. Mais moi, à titre individuel, je n'ai rien à faire de particulier. L'émotion clé, au moment où la personne est dans l'accusation, c'est souvent la colère. C'est une façon par la colère, d'exprimer des accusations vis-à-vis d'autres acteurs. Et donc là, pour accompagner, il faut arriver à recentrer la personne sur elle-même pour arriver à lui faire prendre la mesure de sa propre responsabilité aussi. OK, les autres ont leur responsabilité, mais toi aussi, tu as un rôle à jouer, toi aussi, tu as une responsabilité, toi aussi, tu peux avancer. Si on arrive à faire franchir cette étape-là, et souvent, il y a plutôt des émotions toujours de peur, de tristesse, voire de culpabilité, parce que là, la personne prend conscience de sa part de responsabilité. Mais il peut y avoir un mécanisme qui est aussi un mécanisme de défense, de justification. OK, j'ai ma part de responsabilité. OK, je prends l'avion de temps en temps, mais je suis obligé de le faire parce que pour telle ou telle raison. Donc là, elle rentre dans une logique de justification. Là, le comportement adopté pour accompagner la personne ou les acteurs ou l'équipe à monter sur la marche suivante, c'est OK, c'est comme ça et c'est pas grave. Donc il y a un côté vraiment rassuré, mais c'est vraiment aider la personne à définir sa part et juste sa part de responsabilité. Et là, le basculement est intéressant, c'est souvent là que le soulagement arrive. C'est à partir du moment où les personnes, le territoire, l'espace protégé assume sa part de responsabilité parce que du coup, l'énergie, elle ne va plus être centrée sur des logiques de passivité, nier, accuser les autres, se justifier, mais elle va commencer à se tourner vers l'action et vers des solutions. Et donc là, on peut commencer vraiment un travail, éventuellement en intelligence collective, pour passer à l'étape suivante. Alors, pallier. Donc, pallier, c'est j'ai trop chaud dans ma maison, je mets la clim. C'est-à-dire qu'il y a des actions de palliation qui peuvent aggraver le problème. Mais c'est déjà une première étape. Et le fait de passer à cette étape pallier, ça permet de susciter l'intérêt, la surprise, l'envie, et notamment l'envie de l'expérimentation. Ce qui est le cas à partir du moment où on commence à travailler sur aussi le plan d'adaptation, on commence à mettre en place dans l'espace protégé des mesures d'adaptation à titre expérimental au départ, en suivant scientifiquement les résultats de ces expérimentations. Et puis arrive derrière la satisfaction, la joie, on a des résultats, on comprend mieux les choses, parce qu'on analyse, on prend du recul, et à partir de l'analyse, on va pouvoir passer à la dernière marche, qui, elle, va pouvoir susciter la fierté ou l'espoir, qui est vraiment le côté imaginer, c'est-à-dire créer, essayer d'inventer des solutions nouvelles qui n'existent pas aujourd'hui, et qui vont être à la mesure des enjeux, et qui vont petit à petit composer les solutions de demain. Et donc, si on voit finalement la trajectoire émotionnelle telle que décrite par Thierry Alix et puis qu'on avait aussi vu au moment du séminaire du Morvan, on peut aussi la rapprocher du franchissement de ces différentes étapes. On va s'arrêter avec quelques questions là avant de poursuivre. Je n'ai pas lu le chat, mais... il y a une question qui reste dans le chat. Alors, c'est laquelle? Comment recentrer la personne sur elle-même concrètement, c'est ça? Ah oui, puis celle d'après, pardon. 2. Ouais. Sur la théorie des esprits décideurs de l'ignorant à l'architecte. Écoute, Claude Garcia, je n'ai pas lu, donc ça, je ne saurais pas répondre à cette question-là. Mais en tout cas, l'échelle des comportements, il y a ce basculement plutôt de comportement de passivité à des comportements actifs. Donc, j'imagine que ça peut-être se caler là-dessus. Recentrer la personne sur elle-même, la tristesse, pour le coup, est une bonne émotion pour ça. La tristesse, c'est une émotion de recentrage sur soi, c'est une émotion d'énergie basse, c'est une émotion qui amène à arrêter d'agir, donc qui amène à l'introspection, qui amène à se poser et à essayer de faire le tour
de la situation. Et dans le tour de la situation, il y a sa propre part de responsabilité. Donc, accueillir chez l'autre, dans ce moment-là, la tristesse, cette énergie basse, considérer que l'abattement, il est OK et il est juste, c'est souvent des bonnes façons pour que la personne soit en mesure de s'auto-analyser quelque part, de prendre sa responsabilité et ensuite de passer à l'étape suivante. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Je trouve, d'accepter les autres comme ils sont, c'est très important pour leur laisser la place. Mais je ne ressens pas quand je vois ça, en fait, en anglais, c'est empower. Et c'est important aussi de donner du pouvoir pour que la personne puisse passer de l'étape du bas à l'étape au-dessus. Oui. En fait, ce qui figure dans la colonne jaune, c'est différentes façons d'accompagner la personne pour qu'elle cet empowerment dont tu parles. Et ça peut s'appliquer aussi bien pour un individu que pour une équipe, voire un collectif d'acteurs sur un territoire. Toute la trajectoire depuis la phase de passivité vers la phase de proactivité, avec notamment l'analyse et l'imagination, consiste en fait à redonner du pouvoir aux gens et à leur remettre en main leur avenir quelque part. Et ça, c'est vraiment joué ça dans Nature Adapt, le fait de passer par les diagnostics d'abord et puis le plan d'adaptation, c'est quelque part une façon de refaire des choix, de se redonner une marge de choix après avoir fait un diagnostic objectif, et donc de ne pas subir les choses, mais de voir quelle est sa marge de manœuvre et à l'intérieur de cette marge de manœuvre, de retrouver le pouvoir de faire des choix. Ça va? Oui, donc très bien. Non, j'aime beaucoup le truc sur les choix et aussi en même temps. Ouais, le gros problème de la partie rouge, c'est qu'en fait, il y a de fortes chances que ça maintienne soit une forme de déni, soit d'abattement, le à quoi bon, quoi. Et du coup, je baisse les bras, de toute façon, il n'y a rien à faire, tout est foutu. Donc l'empowerment, c'est arriver à aider à quitter ça, enfin, ne pas s'enferrer là-dedans. On peut passer à la suivante, Anne-Soleil, si tu veux. Je regarde la montre qui avance. Si on prend le petit questionnaire auquel vous vous êtes livré au moment de l'inscription au séminaire, donc sur tous les participants, on est à 85% de personnes qui n'ont pas participé à Nature Adapt et 15% de personnes qui ont participé. Et du coup, les questions étaient un petit peu différentes. Celles qui n'ont pas participé s'étaient focalisées sur les 5 émotions principales que vous ressentez aujourd'hui par rapport à cet enjeu changement climatique et adaptation. Et puis pour ceux qui avaient vécu Nature Adapt, il y avait 5 émotions principales avant, maintenant, et du coup, quel a pu être le rôle de Nature Adapt là-dedans. Tu peux passer à la suivante. Et donc ça, c'est qualitativement ce qui ressort du questionnaire pour ceux qui n'ont pas participé à Nature Adapt. Les émotions principales qui sont ressorties, c'est celles qui sont marquées sur la gauche, et les déclencheurs, parce qu'il y avait une question sur les déclencheurs, et j'avoue avoir été... vous pouvez être fiers de vous sur les déclencheurs tels que vous les avez posés, parce que ça montre chez vous déjà une vraie capacité à discerner les émotions les unes des autres, parce que les déclencheurs étaient vraiment justes et correspondaient bien aux émotions en question. Donc pour la colère, voire le mépris, qui se ressemblent un peu, la différence entre les deux, c'est que la colère est déclenchée par des limites qui sont franchies par rapport à un territoire, des choses qui sont importantes pour nous, alors que le mépris, on est plus sur des valeurs profondes, une forme d'éthique qui n'est pas respectée. Ce n'est pas le même niveau logique. Donc, vous parlez de dépassement des limites de la planète, de manque de prise de conscience, d'inaction, de lenteur, de non-remise en cause des choix économiques, de profit
Donc là, on est sur les questions de valeur, hein, de profit de court terme auxquels on donne plus d'importance à la planète et à la vie humaine, de répression contre les lanceurs d'alerte. Tout ça, ce sont des déclencheurs de colère et de mépris. Donc c'était très juste. Et c'est vraiment ce cocktail émotionnel-là, colère, mépris, dégoût, qui apparaît avec la plus grande intensité dans vos réponses. Et le dégoût, c'est aussi une émotion forte et juste, hein, dès lors qu'on perçoit le modèle social dans lequel on vit comme étant finalement toxique. Hein. Quand on dit il ne sert pas la vie, il y a bien cette notion de toxicité. Donc, ce n'est pas du dégoût physique, alimentaire, mais c'est du dégoût psychologique qui est complètement juste, quoi. Ensuite, un peu à égalité, on a peur, culpabilité, honte, et puis aussi tristesse. Donc la peur, vous citez pour l'avenir de mes enfants, des générations futures, pour la biodiversité, est-ce qu'elle aura ou pas la capacité de s'adapter. La peur aussi que les gens baissent les bras, et puis la peur de que les collapsologues mettent bien en avant, la peur de l'effondrement. La culpabilité et la honte, ça c'était intéressant aussi. La culpabilité, ce qui différencie les deux, hein, même si c'est des émotions proches et un peu de même nature, la culpabilité, elle naît du fait que mes actions ne sont pas en accord avec ce que je souhaiterais. Alors que la honte, elle porte sur le faire, la culpabilité, alors que la honte, elle porte sur l'être. Ce que je suis ne correspond pas à qui je voudrais être. Et donc, dans les déclencheurs que vous avez cités, encore une fois, c'était très juste. On parlait de culpabilité parce que vos actions, certaines de vos actions sont non écologiques ou quand vous n'avez pas un comportement irréprochable. Par contre, vous parlez de honte d'appartenir à une espèce humaine qui se sabote en emmenant, c'est une citation ça, en emmenant une bonne partie du vivant avec elle. Donc, on a bien ces deux registres, hein, ces deux colorations différentes, deux émotions qui se ressemblent, mais dont les déclencheurs sont bien différents. Vous me parlez de tristesse aussi, hein, tristesse qui parle de perte, destruction, perte de biodiversité, perte de ce que moi j'ai connu et que mes enfants ne connaîtront pas, perte d'un certain lien entre l'homme et la nature, voilà, et de tous les impacts finalement que vous pouvez constater aujourd'hui. Et puis naissent des émotions comme l'envie, l'intérêt, qui sont des émotions moteurs, hein, qui permettent là notamment de basculer de la passivité à l'action. L'envie ou l'intérêt d'agir, de participer à construire demain, de faire bouger les choses, l'intérêt de comprendre, de se lancer dans des actions d'adaptation. Et puis derrière, plusieurs d'entre vous, même si c'était l'intensité un petit peu plus faible, parlent de joie, d'aller vers un monde meilleur, de fierté, de participer à une prise de conscience, et puis d'espoir que grâce à cette prise de conscience, le monde futur soit vivable, durable, et meilleur que ce qui pourrait être sans l'action de chacun. Avec, je ne sais plus qui, l'un ou l'une qui paraphrasait Gramsci avec l'idée que le pessimisme de la connaissance ne doit pas empêcher l'optimisme de l'action. Et c'est vrai que c'est une citation que je trouve. On peut aller à la suivante. Et donc, toutes ces émotions-là, hein, quand on regarde un petit peu ce qu'il y a dans les livres, dans la littérature, autour des émotions suscitées par le changement climatique et les enjeux d'adaptation, il y a évidemment un choc émotionnel très important. Là, je ne vais pas détailler la diapo, vous en savez plus que moi sur le sujet. Je peux passer à la suivante du coup. Et peut-être insister sur les freins. On parlait de déni tout à l'heure, hein, mais il y a psychologiquement, face à un choc émotionnel sans précédent, comme celui-là, le cerveau humain a plein de mécanismes de défense, et notamment un certain nombre de biais que j'ai essayé de lister là. Le biais de confirmation, qui est de privilégier les informations qui vont dans le sens de ce que j'aimerais, de ce que je préférerais, mes croyances, mes habitudes. Biais de conformation, là, c'est se conformer à soit ce que dit la figure d'autorité, soit à ce qui est communément admis. Le biais d'engagement, on appelle la théorie de l'engagement aussi, c'est-à-dire il y a un vrai biais à poursuivre ce qu'on a l'habitude de faire depuis des années, même si on a conscience qu'il ne faudrait pas le faire et que ça a des impacts négatifs. Le biais de normalité, ça c'est un refus d'anticiper et de réagir à une situation qui n'a jamais eu lieu auparavant. Jamais l'humanité, la Terre, n'a été en proie à des changements aussi rapides et aussi brutaux que ceux qu'on est en train de vivre. Et donc, quelque part, on n'a aucune comparaison possible, aucune expérience, ni individuelle ni collective de ça. Il y a un biais d'optimisme aussi, hein, qui consiste à dire oui, le risque
il est d'abord chez les autres, dans les pays du Sud, au Bangladesh ou autres, mais pas chez nous ou pas pour moi. Biais d'auto-licence morale, c'est un peu compliqué comme formulation, mais c'est l'idée de voilà, je peux bien prendre l'avion 2 fois par an parce que au quotidien, je me déplace uniquement en transport en commun. Le biais pro-innovation, c'est la foi un peu démesurée dans le progrès technique. Hein. C'est le genre d'argumentation qu'on voit régulièrement dans les stations de ski qui se suradaptent en faisant toujours plus de neige de culture, par exemple. Et puis, biais de distance aussi, à la fois géographique ou temporel, qui fait que voilà, ce n'est pas évident de percevoir, d'accepter les enjeux et la réalité telle qu'elle est. Et donc, du coup, tu peux passer à la suivante. Ça peut entraîner des mécanismes de défense ou des mécanismes de déni. Et donc ça, vous y avez été confronté à titre personnel, mais dans Nature Adapt, souvent, hein, les témoignages d'expérience des espaces protégés, ça a été qu'ils ont rencontré ça. Parfois dans l'équipe des espaces protégés, souvent sur le territoire, mais parce que ce sont des modes de défense quelque part un peu automatiques, hein, et avec différents degrés de déni. Le premier degré, c'est le changement climatique n'existe pas. Ça, on le rencontre quand même globalement de moins en moins souvent. Le deuxième, c'est l'humanité n'en est pas responsable. Le troisième, c'est qu'il n'y a pas d'effet néfaste. Donc, on est d'accord sur les 2 premiers, mais pas sur les conséquences du changement climatique. Ces 3-là, je dirais qu'il y a de plus en plus d'arguments et puis de vécu, d'expérience qui fait que les gens qui sont dans ces dénis-là sont de plus en plus fragiles. Par contre, le dernier, sur le tour de l'idée, on ne peut pas infléchir la tendance et les effets néfastes, qui peut aussi conduire à lâcher les bras parce que tout est perdu. On le rencontre beaucoup. Bon, et puis les controverses, j'insiste pas dessus, je vois le temps qui passe, donc on avance. Le cocktail émotionnel, on peut passer aussi. Ça, c'est ce qui est décrit dans la littérature, mais c'est vraiment cohérent avec ce que vous avez vécu, cité et répondu dans le questionnaire. Et puis là, du coup, c'était un peu la deuxième partie pour les gens qui ont participé à Nature Adapt. Alors, il n'y a aucune prétention statistique ou quantitative dans tout ça, puisque du coup, il y en avait 5, mais ça serait intéressant de le tester sur un plus grand nombre. À gauche, j'ai mis donc les émotions traversées par les personnes. À gauche, les intensités vécues avant Nature Adapt et là où elles en sont, en colonne de droite, aujourd'hui. Sur la colère et l'espoir, ce qui était assez rigolo, c'est que finalement, il y a une espèce de polarisation, quoi. Il y a parfois la colère, elle est soit plus grande, soit plus faible. Et l'espoir, il est soit plus grand, soit plus faible. Et je pense que ça dépend beaucoup du regard et de ce sur quoi on porte et on focalise l'attention. Sur le dégoût, culpabilité, peur, tristesse, intérêt, bon, c'est pas hyper significatif. Il y en a qui diminuent un peu, d'autres qui sont stables. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de voir que pendant Nature Adapt, il y en a 3 qui sont vraiment arrivés, qui sont la surprise, la satisfaction et, in fine, la fierté. Pourquoi j'insiste là-dessus? On peut passer à la suivante. C'est que l'évolution des émotions et de leur intensité, elle dépend d'une part de la focalisation du regard. J'avais demandé aussi dans le questionnaire à chacun d'expliquer un petit peu comment chacun pouvait expliquer l'évolution de ses émotions entre l'avant et l'après Nature Adapt. Donc effectivement, si on focalise sur l'accélération des évolutions, ça peut amener plus de colère et moins d'espoir, par exemple. Si on est dans la compréhension de ce qui se produit, peut-être ça va au contraire les réguler et susciter plus d'espoir, plus de satisfaction. Le fait de passer d'une situation où on ne sait pas comment agir à une situation où, OK, on a le tableau objectif qui fait peur, mais on a plus de clés sur qu'est-ce qu'on pourrait faire, là, pareil, si on se focalise là-dessus, ça va plutôt augmenter l'espoir et probablement diminuer un petit peu la colère. Et puis, à la question à quoi Nature Adapt a contribué à ces évolutions, ce qui est beaucoup revenu, c'est de concrétiser les choses. Sortir des a priori un peu flous, un peu génériques, concrétiser les problèmes et les moyens d'action, objectiver les faits, y compris l'ampleur, et faciliter les prises de conscience, l'information, la formation et les échanges. Je peux passer à la suivante, qui part d'un livre que vous connaissez peut-être et qui est intéressant qui s'appelle
les émotions face au changement climatique de Peissolo et Massini. Il y a un chapitre sur l'éco-anxiété, avec tout ce que ça recouvre et justement tout le cocktail émotionnel qui peut conduire à l'éco-anxiété, qui peut devenir une humeur, hein, voire un trait de personnalité, voire quelque chose de pathologique, avec des syndromes de gens qui ne dorment pas, qui peuvent être importants comme des syndromes pathologiques d'anxiété importants. Et donc, eux mettent en avant dans le livre 5 remparts, 5 moyens de la dépasser finalement. L'activité physique, la relaxation, le fait de prendre soin de soi, se centrer sur le moment présent, ça c'est une chose. La proximité avec la nature, les relations aux autres, dans un contexte bienveillant, d'une communauté d'appartenance qui permet de partager la parole, qui permet de se sentir en lien, qui permet d'avoir de la reconnaissance, de la gratitude, des satisfactions, de se sentir appartenir à un réseau, hein, c'est le capital social, d'inventer ensemble tout ce qui est innovation, intelligence collective, la capacité à raisonner à plusieurs échelles et à faire la part entre ce qui est dans la zone de contrôle de l'individu, dans sa zone d'influence, ou dans la zone de contrôle de la communauté, dans sa zone d'influence, ou ce qui est au-delà, sur laquelle il faut lâcher prise. Et puis, également, ils insistent beaucoup sur l'intelligence émotionnelle, une façon de la dépasser avec la capacité de discerner les émotions, d'en connaître les déclencheurs, de comprendre les messages des émotions et de les réguler. Et ce qui est intéressant, si on passe à la suivante, c'est que quand on regarde ce qui s'est passé en termes de dynamique, d'expérience et de vécu dans Nature Adapt, on coche 4 cases sur 5. La première étant plutôt à titre personnel, encore que je me souviens justement du séminaire du Morvan où il y avait eu un temps de méditation, de relaxation après le repas. Donc, il y a eu aussi un peu du premier. Mais voilà, vous travaillez dans des espaces protégés, la proximité, le lien, la passion de la nature est quelque chose de structurant pour vous tous. Donc ça, c'est quelque chose qui est hyper aidant. Le contexte, les valeurs de Nature Adapt, le montage de cette communauté apprenante, la capacité à réfléchir à plusieurs échelles, l'espace protégé, une échelle inter-espace protégé, une échelle plus large. Donc, tout ça, ça y était. Et puis, et ça sera mon point de conclusion, et on aura un petit temps de discussion. J'ai été un peu bavard, un petit temps de discussion après. Aussi l'intelligence émotionnelle. Et tu peux passer à la suivante si tu veux. Bon, celle-là, on va la passer. Passe à la conclusion, avec l'idée qu'au-delà de tout ce qui a été construit en termes de méthodes, de diagnostic, de plans d'adaptation, etc., dans Nature Adapt, en tant que sociologue et avec cette dimension émotionnelle dont on a parlé aujourd'hui, moi, je vois vraiment la trajectoire collective, hein, et l'expérience collective Nature Adapt aussi comme un projet innovant qui a permis aux participants de vivre une trajectoire émotionnelle passant par toutes ces étapes-là. Et ça, je pense que c'est hyper intéressant. Et puis, la méthode Nature Adapt permet justement, hein, de passer par ces étapes émotionnelles, de gravir les marches. Et ça me paraît important de le souligner parce que, pour le coup, ce que vous, en tant qu'espace protégé, vous allez avoir à accompagner dans votre espace protégé vis-à-vis des acteurs de votre territoire dans les années et décennies à venir, c'est très probablement le même type de trajectoire émotionnelle que ce qu'on a vu un peu plus haut et que celle que les participants à Nature Adapt et ceux qui appliqueront demain cette méthode traverseront. Voilà, je m'en arrête là. Et on peut moi, j'ai encore un peu de temps si vous avez des questions. J'ai remis quelques références après, d'auteurs, et puis des références ça c'est le cadre théorique sur lequel je m'appuie en termes d'intelligence émotionnelle et d'accompagnement individuel ou collectif du développement de l'intelligence émotionnelle. Merci de votre attention à toutes et tous. Tu peux remettre la biblio, là? Pardon, Emmanuel? Pardon, juste remettre la biblio. Donc avant-dernière. Oui. C'en est quelques. Hein. Il y en a évidemment, il y a évidemment beaucoup plus d'ouvrages que ça, mais c'est pas un sujet scientifique très ancien. Hein. Les travaux qui prennent vraiment au sérieux
les émotions, l'intelligence émotionnelle sont quand même relativement récents et se sont beaucoup développés avec le développement des neurosciences qui, quelque part, permet d'objectiver et de situer aussi en termes de fonctionnement du cerveau où est-ce que ça se passe. Et j'ajouterais, je ne sais pas si c'est un hasard, mais que là, sur ta diapo, la plus ancienne, c'est 2020 et après, on est dans du post-2020, quoi. Par rapport au Covid, tu veux dire Oui, oui, par rapport à... Ouais. Je pense que les enjeux climatiques participent aussi très largement à la mise à l'agenda scientifique des émotions. C'est un des sujets sur lesquels les chercheurs s'intéressent aux émotions. Je pense qu'encore une fois, on l'entend bien même au niveau des politiques nationales, enfin, pour rebondir voilà, juste sur les effets Covid, les effets ne serait-ce que des confinements, il y a plein, pour utiliser une expression populaire, il y a plein de couvercles de marmite qui sont en train de sauter à toutes les échelles. Et donc, on est bien obligé, même au niveau santé publique maintenant, de se questionner sur comment on prend ou pas en compte la question des émotions des citoyens, quoi. Alors, je n'ai pas regardé le chat. Est-ce que... Beaucoup de remerciements. Eh ben, je m'en réjouis, je m'en satisfais. C'est chouette. Merci en tout cas de votre participation à toutes et tous, parce que on avait conscience avec Anne Cerise que c'est quand même un sujet un peu original qui peut paraître un peu périphérique et donc pas forcément évident à aborder. Donc moi je suis vraiment très heureux d'avoir eu une belle participation, des questions intéressantes à ce webinaire. Merci Arnaud. Merci à tous. Je voulais juste vous signaler qu'on a un autre webinaire le 6 juillet prochain pour présenter la plupart des résultats du projet Nature Adapt et notamment la méthode d'adaptation. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous inscrire et à nous rejoindre à ce webinaire. Voilà. Et puis, donc, on mettra en ligne l'enregistrement et puis Arnaud, si tu es d'accord, le diaporama avec l'enregistrement. Comme ça, vous pourrez aller repiocher les idées et puis les références. Voilà, il y a d'autres références qui sortent aussi sur le chat. Donc, j'essaierai de les extraire. Comme quand on enregistre, ça extrait aussi le chat. Super. Et puis, je les mettrai avec. Et comment tu vas cheminer, Arnaud? Là, tu prévois une publication ou au-delà du webinaire, là, tu prévois quelque chose pour valoriser ce travail ou pas? Eh bien, écoute, ça fait partie un peu des réflexions en cours. Sur l'aspect stricto sensu émotionnel, en termes de données, ça demanderait, si tu veux, à faire quelque chose de plus exhaustif et de plus quantitatif. Donc, ce que je travaille de plus en plus sur les émotions, mais c'est quand même un sujet qui est récent. Ça fait 2 ans à peu près que je m'y intéresse de près. Donc, mon idée, c'était plutôt de mobiliser ça en comparaison avec d'autres problématiques dans lesquelles je vais essayer aussi d'analyser la composante et l'importance des émotions. Plutôt que de faire quelque chose de spécifique, nature adapte et réchauffement climatique, parce que là, je manque quand même un petit peu de données. Okay. J'ai oublié de dire, mais merci beaucoup à Alix et Thierry de vous être prêtés à l'exercice, parce que je mesure qu'il n'était pas, pas facile, ou en tout cas, il n'était pas habituel. Donc, ça vous a forcément sorti un peu de votre zone de confort. C'est bien. On aime ça. Moi, je sais quand même, j'ai posé la question en aparté à Anne Cerise, ça l'a fait rire, mais j'ai quand même envie de demander à l'équipe Nature Adapt au bout de N+5, mais en fait, vous saviez que vous alliez nous emmener là? C'était voulu ou pas? Enfin, voilà, sans aucune, parce que je suis ravie, comme je dis, d'avoir fait ça, mais voilà, c'est vraiment une question, de dire est-ce que vous aussi, c'était un apprentissage collectif et donc quelque part une découverte, ou est-ce que c'était quelque chose qui était un peu
pressenti dans les noyaux durs de création du projet? Bah, moi, je pense que, enfin, c'était pas dans le projet du tout, cette dimension émotionnelle. Et ça a été aussi quelque chose qui est, enfin, en fait, qui est ressorti spontanément, je trouve, hein, du projet et de nos échanges, et ben, notamment au dernier séminaire. Après, je pense que c'est peut-être quelque chose qu'on avait en tête avec Christine, voilà, de notre expérience passée, mais qu'on n'avait pas consciemment voulu mettre, voilà, dans le projet spécifiquement. Je sais pas, Christine. Oui, non, je pense qu'on avait qu'on avait déjà, enfin, je pense que quand on est arrivés toutes les deux, quand même, on s'est dit, là, mais il y a un moment, il y en a qui vont se prendre une grosse claque, quand même. On l'avait vu un peu que ça allait être un peu compliqué, quoi. Enfin, qu'il allait avoir une dimension compliquée d'accepter, voilà, les évolutions, les choses comme ça. Mais après, que ça prenne cette importance-là, non. Et puis enfin, non, puis pas qu'on arrive à ce résultat-là, en fait. On a bien vu qu'il y avait la question, en fait, ça revient c'est centré, je pense, pour nous, sur la question du changement de paradigme de la gestion, en fait, au départ. On s'est dit, il y a un truc qui va se passer à ce nœud-là, mais on ne pensait pas que ça prendrait cette forme-là et que ça serait aussi important. Et je pense que c'est ce que j'échangeais, moi, en aparté, hein, sur le premier petit temps. Je pense que c'est quelque chose qui a accompagné le projet, finalement. Je ne sais pas comment dire, ça s'est déployé avec le projet, en fait. C'est là où on a le plus parlé d'émotions, c'est bien dans le Morvan, quoi. Dans le Morvan, où on a eu, voilà, on l'a bien senti. Enfin, alors, je le dirais différemment, on a bien senti que ça prenait de l'importance tout au long du projet, mais je pense que cette question de ce cheminement, cette courbe et tout ça, ça a été construit dans le Morvan pour moi. C'est vraiment dans le Morvan, à partir de là, qu'on s'est dit, oh, il y a un super cheminement qui s'est passé. Et je pense qu'il a pu s'exprimer aussi à cause tu vois, du collectif qui s'est créé. Comme disait Arnaud, voilà, c'est pas un sujet qu'on aborde habituellement dans nos travaux plus techniques. Et je pense que aussi, parce qu'on a cheminé ensemble pendant plusieurs années, on a su se dire toutes ces choses-là aussi, quoi. Enfin, ça a permis que ça ressorte aussi, quoi. Oui, moi je partage, hein, je pense que c'est aussi ça s'est joué dans le Morvan parce que la maturité du collectif en termes de qualité de relation interpersonnelle, de capacité à se dire les choses, voilà, c'était le bon moment, quoi. Mais ça n'est que le fruit de tout ce qui s'était passé sur les 3 années d'avant. Tout à fait. Voilà, donc c'était pas prémédité, Alix. Non, mais justement, hein, finalement, du coup, on est voilà, dans une démarche itérative et d'adaptation. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on vous a, entre guillemets, mis dans le nez de manière récurrente au cours des années et vous en avez fait ça. Merci, quoi. C'est juste génial parce que je pense que c'est central dans je sais plus avec qui c'était, mais il y a eu un moment où, je crois que c'était avec les sociologues à la fin ou au congrès, je sais plus, mais il y avait une vraie question aussi de dire quel est l'avenir de notre métier? Quand on se pose cette question d'adaptation, on se demande que va devenir notre métier. Et là, il y a des pistes, en fait, peut-être sur des compétences effectivement à acquérir, sur tout ce qui est l'intelligence émotionnelle, quoi. Mais ça commence par un cheminement à échelle individuelle. Et enfin voilà, moi, je trouve ça génial d'avoir pu creuser ça et d'avoir du temps dédié à ça dans un cadre professionnel. Je pense que de ce point de vue-là, c'est assez novateur aussi, quoi. On n'arrêtait pas, on disait dans le chat, ouais, les Québécois sont souvent en avance. Oui, mais là, on a bien marqué le coup. Voilà, je pense que c'est une belle expérience et qui peut vraiment faire des petits, quoi, de manière générale, hein, quoi, pas que sur le volet émotionnel. Eh ben, merci. Merci à tous. Merci beaucoup, Arnaud. Avec grand plaisir. Et puis, on vous dit à tous à bientôt, on espère. Bonne fin de journée. À bientôt, au revoir. Au revoir.